La soirée, c'est là où c'est peut-être mieux. Et je vais vous présenter parce que donc là, on a fait un petit focus. On a fait un petit focus sur les habitants. Et on voit bien que c'est facile d'aller voir toujours des autres et que nous-mêmes, on a à faire, on a du mal, on a de la résistance au changement. Et déjà accepter cette résistance au changement, ce serait un énorme pas de le voir à l'intérieur de nous. Et maintenant qu'on a vu que nous-mêmes on est dans les mêmes cas des autres, on va aller voir les autres acteurs du territoire. Donc les autres acteurs du territoire, alors on retrouve Christelle bien sûr, animatrice de la clé du sage, excusez-moi, qui sera là pour justement reparler des états des lieux et des enjeux et par rapport aux acteurs quelles sont justement les demandes de changement. Excusez-moi, je reprends les notes pour ne pas faire d'erreur sur les biographies parce que c'est toujours désagréable dans l'ordre. C'est vous, Christelle Christelle, voilà. Nathalie Guéraud, vous êtes la nouvelle directrice depuis 2 ans de l'Office du tourisme du Diois. L'Office était une association et est devenu depuis 2017 un établissement public industriel et commercial. Et vous allez nous raconter comment le tourisme, qui est un des impacts, une activité primordiale sur le territoire, est directement impacté par le changement climatique et par le manque d'eau. Et comment, pour l'instant, vous commencez à vous adapter de différentes manières, mais sans toutefois encore avoir pris un lead avec les hébergeurs ou que les hébergeurs aient pris un lead sur cette question de l'eau. C'est un peu un coup dans la raquette, on verra ça avec vous tout à l'heure. Alain Galis, vous êtes le directeur du syndicat d'irrigation de Drombois, donc vous travaillez directement avec les agriculteurs. Votre rôle et celui de votre organisation, c'est d'amener l'eau à la limite des parcelles agricoles, avec, si possible, de moins en moins d'impact sur les autres usages, y compris sur le milieu naturel. Florian Labatte, directeur d'un syndicat des eaux, eau potable et assainissement de plusieurs communes dans la vallée de la Drôme. Alors, cette fois-ci, en fait, nous allons rentrer dans un... Je vais vous poser 3 questions. On va avoir 15 minutes pour ces 3 questions à chaque fois, donc 15 minutes chacun, avant les questions-réponses du public. L'idée, c'est que je pose la question et vous amenez vos éléments de réponse, mais on amène les éléments, voilà, comme si c'était possible d'avoir un dialogue, parce que vous êtes 3 acteurs qui est impacté par ce manque d'eau. Enfin, c'est une question primordiale tous les jours pour vous. Et vous, Christelle, vous travaillez justement sur les solutions pour un territoire qui soit un territoire justement qui gère durablement cette eau. Et donc, amener vos éléments de réponse et en même temps dialoguer ensemble comme justement le sage a appris à faire. Alors, la première question, c'est on a vu aujourd'hui les implications en fait du changement climatique à l'échelle de la vallée. On ne va peut-être pas les répéter. Et au fait que la population s'accroît sur notre territoire en période estivale, au moment où justement le manque d'eau se fait le plus sentir. À ceci s'ajoute aussi le fait qu'il y a un facteur chaos inconnu. Voilà. Donc cette tension sur l'eau risque de s'accroître dans les temps à venir, même si la gestion, bien évidemment, est précurseuse sur notre territoire grâce aux sages et au PGRE. Quelle adaptation imaginez-vous pour votre activité sur le moyen et le long terme? Et quels sont vos blocages à vous sur le changement et quels seraient vos besoins? C'est les 3 questions. La première question qu'on vous pose. Donc, quelle adaptation sur le moyen et le long terme et quels sont vos blocages au changement qu'on a tous et vos besoins? Peut-être commencer pour le domaine de l'irrigation. Le syndicat d'irrigation de Drombois, il gère des réseaux collectifs d'irrigation et ces réseaux collectifs dans la vallée de la Drôme, c'est des réseaux qui sont situés sur la basse vallée de la Drôme, sur la partie aval, à l'aval de Cray. Donc tout ce qui se passe sur le bassin versant
je dirais, on en a les conséquences à l'aval sur les possibilités et la disponibilité de l'eau que l'on a pour nos usages qui sont essentiellement de l'usage agricole. Il y a quelques autres usages à côté, mais c'est essentiellement des usages agricoles. Donc, on a le monde de l'irrigation a déjà pris conscience parce qu'il a déjà subi les contraintes de restriction d'usage d'eau pour pouvoir essayer de sauver le milieu aquatique, hein, et toutes les années, et Christelle en est le témoin, toutes les années, on est confronté à cette situation-là. Et donc, à essayer d'imaginer déjà des solutions pour pallier à la situation actuelle et réfléchir pour les situations futures. Alors, pour pallier les situations actuelles, il y a à agir sur deux axes. Il y a à agir sur l'usage, c'est l'économie. Hein. Ce n'est pas directement du rôle du syndicat d'irrigation de Romois, c'est le rôle de l'usager, de l'agriculteur et puis de ses conseils, notamment la Chambre d'agriculture. Et puis, il y a d'agir sur la ressource. Là, c'est le rôle puisqu'on va prélever dans le milieu naturel, c'est notre rôle. La première chose, c'est qu'on agit sur l'efficience de nos réseaux. Hein, on a des réseaux qui ont entre 75 et 90% de rendement, avec une moyenne aux alentours de 80%. On espère dans quelques années être plutôt aux alentours des 85%. Hein, donc, améliorer l'efficience de nos réseaux. Et puis, dans un premier temps, la première réflexion qui a été apportée, c'est la substitution. C'est-à-dire d'aller chercher l'eau dans les ressources non déficitaires. Ça a été fait à partir de l'année 2006 sur le bassin versant. À partir de 2006, on a commencé à faire venir de l'eau, pas d'à côté, on a fait venir de l'eau de la rivière Bourne et de la rivière Isère, jusqu'à les communes d'Alex, de Montoison et de la partie haute de nos réseaux, côté Vaunavet, Eure, Vaunavet. Et en constituant une réserve intermédiaire, qui est la réserve de Joannon, qui fait 700 000 m3. En 2014-2015, on a été plus loin dans le transfert de cette eau-là, hein, et on a encore transféré plus d'eau sur la partie basse de la vallée, sur la partie basse de Cray, le long de la Drôme, hein, et on est arrivé à l'heure d'aujourd'hui à réduire nos prélèvements de l'ordre de 40% par rapport à ce qui se faisait dans les années 2000 et dans les années 90 et 2000. Voilà. On a encore d'autres projets qui sont des projets très lourds, hein, puisqu'on en a un autre qu'on espère pouvoir mettre en service l'année prochaine pour amener de l'eau du Rhône aussi sur ce secteur-là, et diminuer encore et réduire nos prélèvements à moins de 30% par rapport à l'origine de ce qu'il y avait avant les années 2000. Donc c'est des gros projets qui sont inscrits dans les PGRE qui vous ont été évoqués tout à l'heure. Mais je dirais ça, c'est qu'un premier temps, parce que la substitution, les autres ressources, actuellement elles ne sont pas déficitaires, mais il faut aussi en prendre attention de ces ressources-là. Et nous, au niveau du syndicat, on considère que surtout le changement climatique, ce qui va surtout changer, ce n'est pas les volumes qui va changer, c'est la répartition et la disponibilité de ces volumes, et la répartition dans le temps. Et il faut que l'on arrive tous ensemble à faire en sorte que l'eau qui va tomber de façon peut-être plus violente, de façon peut-être plus concentrée en certaines périodes de l'année, on sache la garder sur notre territoire. La garder par tout un tas de techniques, dont certaines techniques sont peut-être à inventer encore. Hein. Et peut-être que certaines innovations, on va peut-être avoir quelques échecs, mais il faut garder cette eau-là, comme la nature le faisait dans le passé, en la gardant dans la neige et dans les glaciers, hein, pour pouvoir après se la partager entre nous. Voilà les orientations que l'on réfléchit. C'est la question des retenues, c'est ça ? C'est la question des retenues, mais pas uniquement. C'est la question de lutter contre le ruissellement, c'est la question de favoriser l'infiltration dans les nappes, c'est la question des zones humides, c'est la question de tout un tas de technologies, ou d'ingénierie plutôt,
qu'on a à imaginer tous ensemble. Et là, ça dépasse l'usage de l'eau potable, ça dépasse l'usage agricole, ça touche tout à chacun, ça touche l'urbanisme, ça touche l'aménagement du territoire. C'est ce qui est passionnant également. Alors, on le voit comme ça. On sait que ce n'est pas votre rôle d'aller parler avec les agriculteurs. Enfin, votre rôle, c'est l'irrigation. Mais vous êtes aussi témoin de l'évolution de l'agriculture. Vous savez, on est dans un débat public, et vous savez la question du maïs, et vous savez la question... Qu'est-ce que vous ressentez du monde de l'agriculture face à toutes ces questions-là? Est-ce qu'il y a justement des blocages? Est-ce qu'il y a des changements de conscience? Les prises de conscience arrivent très progressivement. Dans ce qu'on peut constater, nous, on n'en voit que les conséquences sur les demandes en eau. On voit l'agriculture qui évolue dans ses pratiques, sur les cultures, sur le matériel d'irrigation aussi. Mais je dirais, à l'heure d'aujourd'hui, on a peut-être 20-30% des agriculteurs qui commencent à faire rentrer la gestion de l'eau dans la conception de leur exploitation agricole. On en a peut-être encore 20 ou 30% qui font, excusez-moi du terme, un peu n'importe quoi avec l'eau. Et puis on en a une masse au milieu qui pourrait peut-être être un jour un peu sensible, mais avec lequel il faut travailler. Tout le monde a vu évoluer l'agriculture dans la Drôme, tout le monde a vu la diminution des surfaces en maïs, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de disponibilité de l'eau, et l'émergence de nouvelles filières. Il y a des gens certainement qui peuvent mieux en parler que moi, mais la filière de l'ail, la filière des plantes aromatiques, des plantes médicinales, etc., qui ont pour conséquence de moins consommer en juillet-août, pas forcément de moins consommer dans toute l'année, mais moins consommer en juillet et août sur la période les plus critiques, mais qui ont aussi un effet pervers. C'est que ces cultures-là, elles ne permettent pas d'arrêter l'irrigation. Il en faut toujours un petit peu d'eau. Le maïs, il peut même pousser avec très très peu d'eau. Il donnera très peu de rendement, mais il en donnera quand même un peu. Le basilic, lui, il en donnera zéro. Donc si on arrête l'irrigation pendant 15 jours, pendant 3 semaines, parce qu'il n'y a pas la disponibilité de la ressource, c'est une croix qu'on fait sur certaines exploitations agricoles. Alors qu'avant, arrêter l'irrigation, c'était baisser les rendements, mais l'exploitation pouvait peut-être essayer de continuer à vivre. Donc on voit les agriculteurs qui, dans les zones de pénurie, dans les périodes de pénurie, font des choix. Parce qu'on n'est jamais monoculture sur les exploitations agricoles, surtout celles de bas de la vallée, ils font des choix. Ils décident de ne plus arroser telle culture, et ils vont continuer à arroser la culture qui va leur apporter plus. Ces choix-là, ils sont des fois très difficiles à faire. On leur indique pas le choix qu'il faut faire. Ils le font sous la contrainte parce qu'on leur dit qu'il n'y a plus tel volume d'eau disponible. C'est notamment le cas sur les secteurs de chaque année quasiment, ou une année sur deux, sur les secteurs d'Ivageux, Chabriand, Grane, sur ces secteurs-là, où on n'a pas d'autres ressources en eau à l'heure d'aujourd'hui que la rivière Drôme. Voilà. Simplement, les contraintes et la souffrance du milieu aquatique et les contraintes du changement climatique, eux, elles sont déjà bien présentes. Et Christelle, quand vous travaillez avec les agriculteurs, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en concertation et que justement toutes ces questions-là se posent? Moi, je ressens un monde, on parle du monde agricole, qui déjà fait des efforts depuis plusieurs dizaines d'années et qui est pour moi l'usager qui a le plus pris conscience du problème, parce que comme je le disais ce matin, ils y sont réellement confrontés tous les ans directement. Et quand on a mis en place le premier sage de France, c'est vers les irrigants qu'on s'est tourné et on a affilié les volumes et les surfaces d'irrigation aux surfaces de l'époque de 1995. Et donc aujourd'hui, on essaie de gérer ça, mais sans avoir augmenté
vertueux de se dire on fait un gel, on arrête d'en mettre plus et on va essayer de travailler pour les solutions de gérer ça. On ne voit pas ça dans les autres usagers du bassin versant et au niveau de l'eau potable. Voilà, c'est des usages qui vont vers l'augmentation et qui n'ont pas ce même raisonnement. Oui, c'est pas gelé. Et la répartition du volume entre les agriculteurs, comment elle se fait? Alors, entre les agriculteurs, ça, c'est l'organisme unique qui le gère. Donc, c'est pas la commission locale de l'eau. La commission locale de l'eau, elle a fixé entre les usages. Donc, entre les irrigants, les industriels et l'eau potable, la clé a décidé de maintenir l'équilibre qui existait à la fin. Et une question qui va vous rassembler tous les deux, c'est la tarification. Dans ces contraintes-là de la limitation, comment se joue la tarification? Est-ce qu'on augmente le prix de l'eau? Moi, j'aurais les mêmes problématiques que les irrigants, au niveau des rendements, au niveau des usages. Par contre, nous, on est en amont de tout le cycle de l'eau, on prélève dans les sources directement au pied des montagnes, et on est déjà en déficit. Et donc, en fait, si les usagers consomment moins, forcément, le prix de l'eau va augmenter. Par contre, s'ils consomment plus, le prix de l'eau va diminuer. Donc, en fait, le prix de l'eau va être identique pour pouvoir assurer en fait, le fonctionnement et la maintenance du syndicat. Donc, le prix de l'eau, il peut être intéressant si on met à des prix de l'eau par tranche, par exemple. Ça peut être utile, ça peut être efficace. Après, dans le futur, nous, on est dépendant de l'usager, on est complètement à 100%. Et du coup, si jamais, dans le long terme, on est dépendant de l'usager et des précipitations. On voit très bien que là, en ce moment, avec 3 mois de sécheresse, entre guillemets, on est déjà en déficit, en étiage minimum, et chaque année, on bat les records. Depuis combien d'années on bat les Depuis records? 30 ans. Depuis 30 ans, chaque année, on Chaque bat année, le mais record. depuis 30 ans, l'an dernier, on a battu les records historiques. Et on ne sait pas ce que ça donne au bout de 4 mois de sécheresse ou 5 mois de sécheresse. Peut-être que les sources vont s'arrêter de couler. C'est ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de recharge, c'est ça? Tout à fait. Donc même s'il y a un usage diminué par 2, on ne sait pas jusqu'à quand on peut tenir. Donc du coup, vous êtes en alerte tout le temps. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression en fait que de l'autre côté, les usagers entendent ça? Comment c'est? Et non, parce que pour l'instant, l'eau, ça ne va jamais couler. Donc en fait, moi ce que je vois... Contrairement aux agriculteurs, 2 jours par semaine, oui, tout d'un coup on leur dit plus d'irrigation. C'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils y sont déjà. On ne peut pas couper l'eau potable en fait. Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que nous, au niveau de l'Office de tourisme, je vais plutôt me placer sur un volet demande du visiteur qu'on peut enregistrer à nos comptoirs d'accueil. Donc on a 6 points d'information sur le Diois. Donc on va de Die, Châtillon, Luc, Luce, qui c'est que j'oublie, Saint-Nazaire et le désert et la Motte, Chalancon. Et parfois, moi je vois mes équipes, elles sont plus aussi dans du conseil, dans de la pédagogie presque, parce que quand on dit je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, changer les habitudes, etc., c'est pas évident. Nous, les conséquences quand même du réchauffement climatique, on l'a vu déjà à partir du mois de juin, cet été, ils viennent à nos comptoirs en nous disant où est-ce qu'on peut aller se baigner, où sont les trous d'eau isolés, voilà, donc c'est période d'épisode de canicule, c'est où est-ce qu'on peut se rafraîchir. Donc ça, c'est une première demande. Ensuite, on va avoir sur l'arrière-saison, sur le mois de septembre par exemple, donc les piscines municipales, souvent sont ouvertes, on va dire, jusqu'à fin août. En arrière-saison, il suffit qu'en septembre, on a eu un bon mois de septembre, un joli mois de septembre. Les clientèles touristiques qui sont présents lors de ces périodes-là nous disent oui, les piscines sont fermées, la Drôme, il n'y a plus d'eau, les autres rivières, il n'y en a pas plus, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ils cherchent l'eau malgré tout, même en conscience. Une petite anecdote, l'année dernière, donc ils recherchent l'eau, ils nous demandent quand même, ils s'intéressent aussi au niveau de la qualité des eaux de baignade. Et une petite anecdote, l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, sur 10, il y avait interdiction de se baigner dans la Drôme sur la partie centre. La police municipale plaçait des panneaux d'interdiction
de baignade, ces panneaux étaient arrachés tous les jours. Donc nous, bien entendu, à l'Office de tourisme, on avait pu maintenir l'information, mais tout le monde ne passe pas dans un office de tourisme déjà. Et donc ces panneaux étaient arrachés. Donc quand je vois le volet pédagogie, c'est dire on s'en fiche finalement, on n'a pas le droit de se baigner, mais tant pis, on attrapera peut-être quelques boutons, ou enfin j'en sais rien, des agréments comme ça. Après, des fois, on a des demandes mais complètement loufoques. C'est pourquoi il n'y a pas plus de lacs artificiels dans votre territoire. On est dans une zone karstique, donc l'eau, on sait qu'elle coule. Voilà. Des fois, même les équipes sont un peu surprises, donc elles sont déjà un peu dans le conseil, dans la pédagogie. Après, bien entendu, sur tout ce qui est randonnée pédestre, là, on va conseiller les gens. Juste, je vais vous arrêter parce que Oui. c'est intéressant et ça rejoint ce que disait Florian Labatte. C'est justement comment on fait face à l'illusion d'abondance et l'égocentrisme qu'a développé nos sociétés, l'égocentrisme du plaisir, l'égocentrisme de j'ai besoin, je prends, l'égocentrisme du divertissement où l'eau est un divertissement et source du territoire. De quoi vous auriez besoin? Justement, alors il y a une solution qu'on va fatalement arriver. Si moi demain mes sources sont plus faibles, j'aurai pas assez d'eau pour alimenter tout le monde en même temps. Donc je vais faire des choix et je vais alimenter quartier par quartier. On n'a pas encore vu, lundi, mardi, pareil. Comme on fait dans d'autres pays par exemple. Donc, comme en Afrique. En Afrique, on a plus d'eau entre midi et 16 heures. Parce que là, les gens comprennent vraiment que là, l'eau, c'est l'eau. Quand se sent tout. Mais ça, c'est une solution que vous pensez mettre en action Non, pour l'instant non, mais si un jour, effectivement, c'est ce que j'imagine, si un jour mes sources donnent plus, si jamais le mois de... Là, chaque année, il repleut à partir de mi-octobre. Fin octobre. Si mi-novembre, il ne pleut toujours pas, c'est une solution, tout à fait. Et alors, quand j'en parlais avec M. Alain Galis au téléphone, il disait oui, alors nous, on ne prévient jamais quand est-ce qu'on va couper l'eau, parce que sinon, on a vu qu'il y a l'effet inverse qui est de faire des réserves. Donc, face à cette idée d'aller couper, d'aller manquer, il y a ce truc de voilà, je vais faire des grosses réserves. Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi? C'est le risque, mais comme nous, on a une source qui est limitée, ils pourront faire des réserves limitées. Est-ce qu'aujourd'hui, Florian, vous auriez envie en fait, qu'il y ait une disposition étatique qui vous permette ça, pour préserver la source, parce que vous pensez que le danger est vraiment réel? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes au cœur de ce métier des usages quotidiens? C'est compliqué, effectivement, ça peut être... Moi, je pense que c'est important de faire au moins des simulations, comme on fait des simulations pour les pompiers, des choses comme ça. Une simulation qui, de temps en temps, on vous coupe l'eau pendant ce temps. Ok, on commencerait par des simulations sur le territoire. Et ça, vous avez le droit de le faire? Vous pouvez le faire? Comment c'est? Ah, ok. Et quels seraient vos besoins alors? Qu'est-ce qui serait possible? De loi ou j'en sais rien. Ok, donc c'est remonté. Par contre, si jamais mes sources ne me donnent pas assez, effectivement, là, vous aurez le droit. D'accord. Et là, vous avez vécu une force majeure. Pardon, excusez-moi. Et là, vous avez vécu une pénurie extraordinaire, enfin, dans le bon sens du terme. Vous n'avez jamais vécu quelque chose de similaire? Pour l'instant, non, on était à la limite à chaque fois, mais ça passe pour l'instant. Et là, ça passe encore? Ça passe encore, donc pour l'instant, on est bon. Okay. Bon, ça nous est arrivé une fois qu'il n'y ait plus d'eau dans un quartier, parce qu'une personne remplissait sa piscine en eau douce. Donc on est venu, on lui a parlé, il ne voulait pas couper l'eau. Donc on lui a mis une pastille, on a voit réglementairement, qui limite le débit. Et là, l'eau est revenue chez tout le monde. Mais on est arrivé là. Vous avez le droit en période estivale, par exemple, d'interdire les usagers de remplir la piscine avant l'arrêté préfectoral? S'il n'y a pas d'arrêté, non. D'accord. Donc en fait, il faut attendre vraiment on ne peut plus pour que cet égocentrisme du touriste ou du divertissement en fait, puisse s'arrêter. C'est l'égalité du service public. Donc si jamais une personne qui prend toute l'eau pour les autres, là on peut intervenir et redispatcher la ressource. Par contre, si personne manque d'eau et que la personne remplit sa piscine. Et vous, Nathalie, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Nous, c'est vrai que pour rebondir sur les arrêtés, donc déjà quand il y a des arrêtés municipaux ou arrêtés préfectoraux, on les affiche au niveau de l'office de tourisme. Après, nous, ça serait des supports en fait assez pédagogiques, mais peut-être simples. On a déjà celui qui a été fait sur les déchets dans les rivières et dans nos bureaux. Ensuite, il y a peut-être des actions à mener, notamment auprès d'hébergeurs, même si je pense que déjà certains le font.
notamment tous les meublés qui sont classés, puisqu'il y a des critères liés à l'environnement. Donc ils ont déjà des choses qui sont communiquées dedans. Mais je pense que le relais des hébergeurs peut aussi être important. Qu'ils aient un petit picto. Peut-être un picto qui dit attention, enfin des choses toutes simples, un petit picto avec un robinet, attention l'eau. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Récemment, moi je me suis déplacée pour des raisons professionnelles, j'ai dû aller dans un hôtel. Des hôtels qui tout simplement incitent à conserver, si on se déplace pour plusieurs jours, ces serviettes de bain. Elles n'ont pas besoin d'être changées tous les jours pour être lavées tous les jours. Des choses chez nous, moi personnellement, je ne change pas de serviettes de bain tous les jours. Donc je pense que c'est des petites actions peut-être comme ça qui font que ça peut changer les choses. Après, nous, au niveau du tourisme, la Drôme a un vrai impact sur nos visiteurs, que ça soit. Alors, sur le canoë, on a certains prestataires qui sont sur du multi-activité, ils ne vont pas forcément que sur le canoë parce qu'ils savent que à partir du 15 juillet, alors il y a moins d'impact sur la partie versant, je ne sais jamais, aval, pardon. Nous, sur le Diois, à partir du 15 juillet, 15-20 juillet, il n'y a quasiment plus d'eau. Les canoës, ils raclent le fond de la Drôme. Donc, de fait, ces prestataires-là commencent déjà ils s'orientent sur d'autres activités, que ce soit des sports de corde, via ferrate, etc., l'escalade. Mais ça veut dire aussi avoir plusieurs diplômes, plusieurs BE, plusieurs matériels. Ça veut dire quand même de l'investissement après pour eux. Par contre, on a aussi des aspects positifs par rapport à la rivière Drôme et auxquels les accompagnateurs en montagne essaient de faire passer des messages quand même au public. C'est par exemple quand il y a des sorties castor qui sont organisées par les AEM parce que le castor est revenu s'installer dans la Drôme, etc. Donc on sait que lorsqu'ils font ces sorties castor d'observation de la faune animale, il y a des messages qui sont communiqués parce qu'effectivement, on prend par exemple le NS, le marais des Bouligons. S'il n'y a plus d'eau dans la Drôme, on sait que le marais est alimenté par le niveau Drôme. Si les castors sont là, c'est aussi parce qu'il y a un certain niveau d'eau. Donc tout ça joue et eux aussi ont une partie un peu message pédagogique à faire. Après, je vois qu'Agnès est là du laboratoire d'écologie alpine. Donc, on avait été sollicité pour des ateliers qui ont été mis en place en lien avec la communauté des communes du Diois sur l'impact des changements climatiques, que ce soit sur le tourisme, sur l'agriculture, sur les paysages, j'en oublie, sur l'économie locale. Et donc c'est vrai que nous, on essaie de se faire le relais de ça. On a communiqué à nos partenaires, on a fait une lettre d'information pour que les gens puissent s'inscrire. Alors on essaie, par nos petits moyens, d'aller là-dessus, mais après, ce n'est pas toujours non plus une de nos priorités, même si on sait que le changement climatique aura un impact. La sécheresse a un impact. Enfin, il y a plein de choses. Christelle, est-ce que vous